Bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Télévision et Canal 3 Bénin. Le Bénin pourra-t-il tenir le pari de la reprise normale des activités ce 11 mai? C'est dans exactement 5 jours et les regards tournés vers le gouvernement et son chef Patrice Talon ont eu un écho, semble-t-il, favorable avec l'approbation en Conseil des ministres des mesures liées à la réouverture des écoles, établissements d'enseignement secondaire et universités, ainsi qu'à la levée du cordon sanitaire. Quel sera le mode opératoire? Prend-il en compte les propositions faites par les confédérations centrales syndicales? En un mot, les partenaires sociaux, parents d'élèves partagés entre crainte et assurance. Quant à la reprise des classes, le cordon sanitaire sera-t-il enfin levé pour permettre la reprise des activités essentielles, quid des conducteurs de bus, de transport en commun, des tenanciers de bar en marge du recensement déjà effectué. En attendant la phase pratique, on peut retenir que le corps enseignant est soumis à un test de dépistage systématique, mais pour quelle finalité quand on sait que les testés négatifs retourneront en communauté? Que dit-on des apprenants qui ne sont pas forcément en phase avec les gestes barrières? Voilà autant de questions qui attendent réponse de la part des débatteurs du jour. L'actualité, c'est aussi les communales et municipales du 17 mai prochain, une campagne essentiellement médiatique et la presse écrite qui a finalement été intégrée. On en dira un mot, pas plus au sujet du dossier harcèlement dont s'est saisi le premier des Béninois, Patrice Talon, promettant un renforcement de la protection de la gente féminine au-delà des médias. Le fait est général et nul ne sera de trop dans le combat pour son éradication. Le plateau du duel de ce jour est essentiellement composé de Médis Agbenko. Bonsoir Médis, bienvenue sur ce plateau. Merci, cher Et face à lui, Gabin Goubiyi. Bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir, Evan, parfait. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Et voici pour commencer le duel. Première question, c'est à vous, Médis Agbenko. Est-ce que le Bénin pourra tenir le pari de la reprise des activités, disons, essentielles, de la reprise du cours normal de la vie le 11 mai prochain? Merci bien, chers confrères. Comme nous le constatons, il y a des mesures qui sont prises. Et quand on analyse un peu ces mesures, on ne peut pas dire que ces mesures ne produisent pas leur effet. Des mesures, en l'occurrence le port de masques, les cordons sanitaires, tout ça, puis on pouvait s'imaginer que sans ces mesures, peut-être que les statistiques ou bien le taux de propagation serait encore beaucoup plus élevé. C'est vrai que en ce qui concerne la reprise des cours, on était à un nombre moins, mais aujourd'hui, c'est que les cours sont appelés à être repris dans un contexte où le nombre de cas a augmenté. Oui. Ça, c'est un le Bénin avoisine déjà les 100 cas, puisque nous sommes déjà à plus de 96 déjà. Justement, alors qu'on était pratiquement moins de la dizaine ou autour de la dizaine, avant que les congés anticipés ne soient décrétés. Mais voilà qu'on est appelé à reprendre dans un contexte où le taux avoisine la centaine, ce qui appelle beaucoup plus à une prudence de la part des acteurs, surtout du monde scolaire, parce que le milieu scolaire, c'est un milieu de grand attroupement, c'est un milieu où il règne de l'affluence, et donc c'est un milieu où le risque de propagation est très élevé. Si déjà il y a un cas qui se détecte, par exemple dans une école, la probabilité est très forte que du jour au lendemain, qu'il y a eu beaucoup d'autres contaminations. Déjà qu'on nous a dit que l'attroupement est le terrain de prédilection de ce virus-là. Oui, Gabin, sur cette question, est-ce que vous avez des craintes que le Bénin ne puisse pas tenir ce pari-là de la reprise d'activité le 11 mai prochain? Bon, le gouvernement a suffisamment démontré sa bonne foi, a démontré quand même sa préoccupation par rapport à cette pandémie qui se vit dans le monde entier depuis plusieurs mois déjà. Et je crois que les mesures qui ont été prises à l'effet de limiter un peu la propagation du virus sont de nature véritablement à l'arrêt. Le gouvernement a quand même tenu le pari de contenir un peu la propagation. C'est vrai qu'il y a certaines poches qui ont résisté aux mesures qui ont été prises, mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui est dit, avec les restrictions qui ont été faites, déjà les précisions que nous rapporte bien entendu le compte rendu du Conseil des ministres, on peut espérer que cette reprise-là s'effectue. Et si vraiment tout le monde est
est conscient du risque et puis chacun respecte les mesures qui sont édictées, je pense que tout se passera comme cela se doit. Oui, est-ce que quand on voit un peu ce compte rendu du Conseil des ministres, on parle d'approbation, approbation des mesures, je vais vous lire intégralement ce qui a été retenu, c'est l'approbation au Conseil des ministres des mesures liées à la réouverture des écoles, établissements privés d'enseignement secondaire et universités, ainsi qu'à la levée du cordon sanitaire. Est-ce que ces mesures-là peuvent aujourd'hui apaiser les parents d'élèves? On parle de la reprise des cours pour les élèves du CM2 et beaucoup d'autres mesures également. Oui, déjà, les gens sont fatigués de rester confinés, de ne pas pouvoir vaquer sereinement à leurs activités. C'est vrai que le gouvernement est dans la logique d'éviter que le plus grand nombre soit contaminé parce que la nation a justement besoin des citoyens en bonne santé pour que le développement qui est prôné prenne véritablement corps. Et il est temps que, effectivement, que la vie normale reprenne son cours. Et je pense que tout ce qui est en train d'être envisagé là, c'est pour le bien de tous. Toujours est-il que chacun est amené et doit être en mesure de prendre l'ampleur du phénomène de cette pandémie-là pour que véritablement il y ait plus de peur que de mal. On parle de reprise des cours pour les élèves du CM2. Il y a beaucoup d'autres mesures. Apparemment, les élèves qui sont dans les classes intermédiaires doivent rester encore à la maison. Je parle des écoliers, pas des élèves, oui. Justement, maintenant, toutefois, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une reprise avec risque. Et au regard de ces risques, c'est qu'il faut quand même renforcer les mesures de prévention et de protection dans les écoles. Que le port du masque soit vraiment obligatoire, que les dispositifs de lavage de mains soient disponibles en quantité et en qualité dans les écoles pour permettre aux usagers de se laver les mains régulièrement, que les contacts soient vraiment, que la distance de sécurité soit vraiment respectée. Maintenant, lorsqu'on observe la réalité dans les écoles, il arrive parfois où il y a eu des cas où des élèves sont peut-être 2, voire 3 sur des tables. Est-ce que ça doit continuer comme ça dans ce contexte? Ça, c'est une interrogation. Oui. Il y a des classes, par exemple, où il y a des élèves, des classes de près de 60 élèves ou bien de 50 élèves, où 2 élèves vont rester sur une même table. Est-ce que 2 par table, on peut respecter la distance d'1 mètre? Bon, maintenant, même s'il faut admettre que les élèves doivent porter des casques, des masques dans les classes, quand ils sortiront pour aller à la cantine, à la récréation, quel comportement ils doivent avoir. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment de continuer à faire attention et d'appeler les usagers de l'école à se dire que l'école a repris, mais il faut vraiment avoir un comportement responsable et préventif de ce mal qui pèse vraiment sur la communauté, surtout scolaire. Parce que on parle déjà de dépistage systématique pour le corps enseignant, personnel administratif et tout. Est-ce que vous voyez là, effectivement, que le gouvernement est en train de prendre le taureau par les cornes et donc la mesure de l'enjeu sanitaire qui se joue une fois que l'école aura repris son cours normal? Le dépistage systématique des enseignants et du personnel administratif est même étendu aux vendeuses. Tout à fait, même étendu aux vendeuses, voilà, dans les écoles. C'est un pas. C'est un pas. Un pas de géant ou un petit pas, c'est quoi? Ou alors vous pensez que ce n'est pas encore l'essentiel, il faut aller bien au-delà? Je n'ai pas voulu qualifier le type de pas, mais c'est quand même un pas. Mais un pas qui ne prend en compte que la minorité. La minorité parce que le personnel enseignant administratif et les vendeuses, ce n'est que les seules minorités de la population scolaire. Les élèves sont beaucoup plus nombreux que cette portion qui est ciblée pour subir le dépistage systématique. Et aussi, les élèves, quand même, sont beaucoup plus imprudents, que le personnel enseignant. Les élèves, dans leur comportement au dehors, ils s'adonnent beaucoup plus à des attitudes à risque que les enseignants et les membres du personnel administratif. Donc, c'est dire qu'au-delà de cette couche qui est ciblée, à savoir les enseignants et le personnel administratif, c'est qu'il faut également réfléchir et voir comment, si dans la mesure du possible, comment étendre
comment étendre, c'est vrai que ça va nécessiter beaucoup plus de moyens pour l'État, mais comment étendre cette mesure également aux élèves. Parce que les élèves, surtout pendant les week-ends ou pendant les congés, ils sont très mobiles, ils s'adonnent à des activités, ils vont un peu partout. Donc, l'enseignant qui reçoit un élève dans sa classe un lundi matin ne peut pas savoir jusqu'où l'élève est allé. D'accord. Voilà. Et ça pose le problème parce qu'une fois que l'enseignant a subi le test et qu'il est testé négatif, il retourne en communauté. L'astuce sera quoi à votre avis, Gabin? Si l'enseignant subit Retourne le test, et qu'il est testé négatif, il retourne en communauté. Exactement. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas ses fréquentations pour être sûr qu'il n'a pas contracté en temps le virus. Oui, et si le matériel, l'équipement technique qui a servi à faire le test est efficace, je pense qu'on doit pouvoir détecter si oui ou non l'enseignant est sous la menace, est porteur du virus ou pas. Maintenant, s'il est testé négatif, je pense qu'il n'y a pas de problème, il continue sa vie et puis bon, on peut a priori estimer qu'il n'est pas sous la menace du virus et qu'il peut continuer à vivre normalement. Maintenant, revenant sur les inquiétudes qu'a soulevé tout à l'heure le co-débatteur, je trouve que c'est tout à fait normal et justifié. C'est vrai que l'option de réouvrir les classes dès le 11 prochain n'est pas sans risque. Et j'ose espérer ici que le gouvernement et les ministres en charge des trois secteurs de l'enseignement ont déjà pris la mesure de la situation et pour rassurer non seulement le personnel enseignant, le personnel éducatif, mais également et surtout les parents d'élèves. Parce que les élèves qui sont in fine les véritables acteurs qui subissent des études de l'éducation, même que les enseignants sont les plus nombreux comme il a soulevé, mais on apprend déjà que c'est ceux qui seront privilégiés dès le départ, ce seront ceux qui sont dans les classes d'examen. Je crois que c'est une option aussi responsable, salutaire. Ça fait partie d'ailleurs des propositions faites par les confédérations centrales syndicales, c'est-à-dire que le gouvernement est évidemment à l'écoute des acteurs du monde éducatif. Et cette mesure-là, elle me paraît tout à fait rationnelle et objective. L'autre chose que je m'en vais dire, c'est de faire en sorte que l'on respecte les gestes barrières, puisque ceux-là qui sont ciblés pour reprendre avant les autres sont ceux qui sont dans les classes d'examen, donc des personnes plus ou moins plus responsables que ceux qui sont dans les classes de CI, des classes inférieures, CI, CP, maternelle par exemple. Donc je trouve que quelque part, le gouvernement a bien fait, a bien pensé en décidant de faire reprendre à ceux qui sont dans les classes des armées. En attendant la confirmation, on apprend que effectivement ceux qui sont en fait dans le cours intermédiaire, CI jusqu'au CME, vont retourner au cours du 10 août au 4 septembre et finiront et subiront les évaluations du 7 au 11 septembre. On annonce également que la rentrée scolaire sera pour le 28 septembre 2020. On annonce également que l'année scolaire est terminée pour les écoles maternelles et les garderies. Est-ce que vous voyez ces mesures-là vraiment salutaires, Médis? Oui, en ce qui concerne la fin de l'année scolaire pour les maternelles et les garderies, je trouve que c'est une décision vraiment salutaire. Il vaut mieux décider ainsi. Lorsqu'on sait que les enfants des garderies et des maternelles sont des âmes les plus innocentes et les plus fragiles, et qu'on doit les confier, les déposer dans des milieux pour peut-être dans un contexte pareil, un contexte de pandémie. Tout à fait. De pandémie. Bon, donc c'est vraiment une manière de les exposer, vraiment une manière de les exposer parce que, imaginez-vous, par exemple, qu'on dise que la tutrice ou bien la responsable ou bien un agent de la garderie est supposé ou bien est testé positif, et que tout le nombre d'enfants que cela peut impacter. Et deuxième chose, les enfants des maternelles ne sont pas des adolescents qui peuvent penser ou bien suspecter des signes de la maladie parce qu'ils sont déjà mûrs pour savoir que, bon, avec tout ce qui se dit, lorsque vous voyez déjà telle manifestation clinique, on peut supposer que c'est telle maladie. Donc ce n'est pas encore des enfants qui ont une certaine maturité ou une certaine adolescence. Et quand on est dans une situation pareille, c'est mieux que d'écourter leur année scolaire comme le gouvernement l'a fait. Tout à fait. Oui, ça, il faut vraiment le Venons maintenant au e-learning pour les étudiants. Les universités restent fermées. Ils doivent suivre les cours via une plateforme qui sera dédiée à ces cours-là. Est-ce que vous voyez cette option également
efficace. Oui, je félicite d'ailleurs le recteur. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui va se faire? C'est ça l'interrogation. Oui, dans la pratique, c'est sûr qu'en envisageant déjà la mesure, ils doivent avoir pensé comment est-ce qu'il faut la mettre en pratique. Je trouve que cette mesure est vraiment pertinente. C'est pour éviter le contact physique parce que, vous savez, les personnes adultes même qui sont censées être responsables, respecter les gestes barrières, il arrive des fois où, par imprudence ou bien par ignorance, on rentre dedans. Donc c'est une option qui ma foi, doit rassurer la communauté estudiantine. Et puis l'option faite de ne pas forcément exiger la présence de l'étudiant en amphi me paraît également objective et totalement rationnelle, d'autant plus que la menace... L'étudiant devra télécharger les cours, et les cours c'est pas 10 mots, c'est peut-être... des mégaoctets qu'il faut négocier. Est-ce qu'il ne faut pas lancer un appel à ces réseaux également pour qu'ils vous aient ce cours des élèves et des étudiants? Bon, c'est sûr que la mesure, comme je le disais tantôt, si elle a été envisagée, c'est que les autorités rectorales sont suffisamment conscientes de ces implications et doivent subséquemment avoir pris les mesures pour qu'elles soient respectées. Donc, je n'ai aucun doute sur cela. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'éducation à distance. Ceux qui ont l'expertise dans la matière savent comment s'y prendre. Et je pense que la communauté estudiantine, les autorités rectorales doivent avoir demandé ou requis l'expertise de ceux-là pour savoir comment est-ce qu'il faut mettre en pratique cette mesure-là. Très bien. Je crois qu'à ce sujet... Puisque nous avons déjà le compte rendu du Conseil des ministres qui confirme tout ce que nous avons dit jusque-là, donc vous êtes en bonne voie. Oui, allez-y. Juste, merci bien. Pour le e-learning, je pense que c'est une réalité qui est déjà en vogue depuis des lustres dans des universités à travers le monde où on parle de soutenance à distance par vidéoconférence, des évaluations à distance par Internet, des enquêtes à distance. Bon, c'est vrai que dans les pays du Sud, dans les pays sous-développés, que le e-learning n'est pas encore suffisamment ancré dans les habitudes. Mais c'est quand même heureux que dans ce contexte, l'université ait décidé ainsi. Ça va permettre à l'étudiant de commencer à prendre le pli de e-learning. Parce que normalement, lorsque vous êtes étudiant, vous devez quand même avoir un minimum en termes d'équipement et en termes de compétences informatiques. En termes d'équipement, le minimum, aujourd'hui, pour télécharger un fichier, ça peut se faire déjà à partir de son téléphone. Tout à fait. Mais ce n'est que dans les pays du Sud qu'on continue d'avoir des étudiants qui viennent à l'université sans être en mesure d'allumer l'ordinateur. Ce qui n'est pas normal parce que il faut vivre avec les réalités de son temps. En clair, le Covid-19 est en train de changer totalement les habitudes d'enseignement, de par le monde, et on va conclure sur le sujet. Oui, justement, parce que le Covid-19 est en train non seulement de changer les habitudes, mais surtout nous impose de nouveaux réflexes dans tous les domaines de vie et surtout sur le plan de l'éducation, et avec surtout la question de e-learning dont nous discutons par exemple. Voilà. L'obligation du port de masque, je lis le compte rendu, c'est ça qui fait que j'avais la tête baissée depuis pour partager avec vous la plus belle information. Quant aux écoliers des classes des cours d'initiation au cours moyen première année, ils retourneront au cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020, puis effectueront la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre 2020 en même temps que les autres apprenants. Ça veut dire que finalement, les confédérations peuvent se frotter les mains, que leur proposition a été prise en compte. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait souvent le reproche au système éducatif, à nos gouvernants, d'ignorer souvent, de mettre de côté les acteurs du monde éducatif et de prendre les décisions à la volée. Pour une fois au moins, on peut se féliciter de ce que le gouvernement a pris en compte les recommandations, les suggestions qui ont été faites par ces centrales et confédérations syndicales, et cela participe de l'harmonie qui doit exister entre le dialogue qui doit être instauré entre ces différents acteurs-là pour le bien de l'école. Les vacances sont donc, les congés sont prolongés pour les enfants qui sont en classe intermédiaire. Ça veut dire que c'est du boulot pour les parents d'élèves. Bon, est-ce que le gouvernement aura également un regard sur les parents d'élèves que nous sommes? Bon, il revient à chaque parent. Que les enfants, ils sont déjà assez restés à la maison. Certains risquent d'oublier les notions qui ont été apprises jusque-là. Il revient aux parents de faire le suivi chaque fois. Le parent n'a pas besoin, le parent intellectuel... Le suivi, c'est qu'il faut forcément répéter à la maison? Bon,
avec l'approche par compétence, moi je vous dis la vérité, je ne sais pas ce qu'on enseigne à mon enfant aujourd'hui, ça me dépasse. D'accord, mais à défaut, quand même dire de temps en temps à son enfant, va chercher les cahiers. Merci. Il nous reste encore quelques 10 petites minutes. Si vous avez des choses à dire rapidement pour qu'on boucle le sujet sur la question là. Covid-19, reprise du cours normal de la vie. Le cordon sanitaire sera levé également. Je pense que c'est pas si mauvais que cela. Justement. Maintenant, ce qu'il faut préciser par rapport à la reprise des cours, c'est de dire qu'après tout, que le gouvernement en réalité n'avait pas autre choix que d'entériner la date du 11 mai. Puisque l'année scolaire étant, il est dit dans la loi que l'année scolaire doit faire 36 semaines. Et il risquait d'être invalidé. Voilà, donc avec le premier décalage qu'on a observé, qui a conduit à de nouvelles dates, c'est que si ces dates sont encore déplacées, ça va perturber complètement l'année scolaire, la tenue des examens et risque de nous conduire dans une situation qui n'est pas souhaitable. Donc, c'était vraiment ça. Il fallait choisir entre maintenir l'année scolaire ou bien reporter avec le risque de l'invalider par la suite. Donc, le gouvernement a su trancher face à l'équation. Voilà. Pour ce qui concerne la levée du cordon sanitaire, on dit qu'elle s'accompagnera de l'organisation progressive des dépistages de masse, à commencer par les groupes les plus exposés. On dit que toutes les autres mesures barrières restent en vigueur, notamment l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun des personnes. Ça veut dire que, attention, le cordon sanitaire est levé, mais il y a des restrictions. Oui, ça a été encadré. Il faut que forcément, il faut que la levée du cordon soit progressive. Si on lève d'un coup, on risque de retomber dans les anciens réflexes. La limitation du nombre de passagers à bord de taxi à 3 au maximum pour les véhicules à 5 places et 5 au maximum pour les véhicules à 7 places. La prescription aux usagers des places marchands, boutiques, espaces marchands, boutiques et consorts, d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes avec port de masque. Ça veut dire qu'on pourra désormais aller se étancher la soif, mais avec la distance de mètres. On dirait clairement, vous n'attendiez que ça, que c'est la partie qui a frappé le plus. Bon, tout comme si tout ça ne te faisait pas plaisir. Ça fait partie aussi des plaisirs qu'on se donne la vie. L'autorisation de rassemblement non festif et des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance de 2 mètres minimum entre elles et le port de masque. Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Ça veut dire que c'est pas mal, c'est bon. Ça veut dire que ils pourront battre campagne. C'est ce que ça veut dire apparemment. Bon, mais on limite à 50 personnes. Voilà une interprétation, bien sûr. Parce qu'avant c'était 10 personnes, pas plus de maintenant à 50. Ça veut dire que les rencontres de proximité avec 50 personnes sont possibles. Mais merci, chers confrères. Rapidement, on a quelques minutes pour agrémenter sur l'autre sujet. Ça concerne un peu la presse écrite qui a finalement été intégrée dans la campagne médiatique. Vous devez être content, vous, les pharaons. Oui, c'est heureux de l'apprendre, tout comme beaucoup d'organes de presse écrite qui se sentaient lésés par rapport aux décisions, à ces mesures prises là. On était en marge et puis on avait ciblé les chaînes de télévision, certaines chaînes de télévision et de radio, mais on se disait la grande masse, c'est la presse écrite. Et moi, je pense qu'à travers la décision prise par la HAC, c'est justice qui est faite à cette corporation-là, qui anime bien entendu l'actualité, qui est au contact qui nourrit la soif d'information du lectorat au quotidien. Et je trouve que c'est heureux que véritablement cette justice-là soit faite et que toute la presse soit associée à cette campagne qui se mène. Une justice est corrigée, mais il faut veiller au grain pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mehdi Sabengo. Oui, bien sûr. Et dans ce sens, je crois que la HAC joue convenablement son rôle à travers ses actions classiques, dans le cadre de la sensibilisation, les décisions relatives à la campagne électorale qui sont déjà prises. Donc, veiller au grain, je crois que des actions se mènent dans ce sens, aussi bien par la HAC que par d'autres institutions ou d'autres instances qui organisent des formations pour sensibiliser les journalistes sur la couverture, l'analyse de l'information en période électorale. Maintenant, revenant sur cette décision par rapport à la presse écrite, c'est tout à fait normal, puisque si ça n'avait pas été fait comme ça, que la presse écrite soit réintégrée, ce serait vraiment discriminatoire d'associer simplement les médias audiovisuels à une couverture médiatique en période électorale.
Parce que ce serait non seulement discriminatoire, voire illégal. Parce que le code électoral, chaque fois, en faisant allusion à la couverture médiatique, parle en termes d'organes de presse. Tout à fait. En termes des organes de presse. Donc, quand on que dit... ce soit la télé, la radio, voilà, la presse écrite. La presse écrite, donc tout le monde... Voilà, mais aujourd'hui, il y a la concurrence que nous livrent les médias sociaux. Bon, c'est le véritable problème. Je pense que la HAC, les autorités en charge de réguler, qui ont la charge de réguler les médias doivent veiller à ce problème-là. Les réseaux sociaux, on ne distingue pas qui est journaliste de qui n'est pas. Aujourd'hui, il y a un mélange vraiment terrible. Et je pense qu'on doit pouvoir taper dans cette formulaire-là pour établir les choses. Parce qu'on a comme l'impression que notre corporation a trop d'ouverture et n'importe qui rentre dans la corporation. Franchement, je pense que c'est un véritable problème. On aura peut-être l'occasion sur d'autres plateaux de faire le débat. Oui, justement, il le faut. Il le faut vraiment, parce que, par exemple, bon, même hier, le problème a été posé à une occasion. Oui. Vous voulez parler de l'audience qui a eu lieu, tout à fait. Voilà. Allez-y. Je n'ai pas voulu vraiment aller sur ce terrain, mais tout ce qui a été dit là, ce n'est pas de nature à honorer notre corporation. Et c'est le moment maintenant d'ouvrir vraiment des réflexions pour voir comment sécuriser, encadrer. Déjà que vous êtes un porteur de cette réflexion-là, je compte vous recevoir pour qu'on fasse un débat là-dessus. Ne vous en faites pas. On va faire le débat, on va organiser un petit plateau de duel là-dessus, sur comment organiser la corporation des journalistes que nous sommes. Très rapidement, oui, cette corporation qui est mise à mal à travers le poste de Dame Angela Beidja, laquelle a été reçue d'ailleurs par le chef de l'État hier pour une discussion avec le personnel, avec la direction de l'OTB. Dites-nous rapidement, oui, ce poste qui a été fait. Oui. Mais au-delà de ce poste, c'est l'administration en général qui est indexée par le harcèlement sexuel, non? Bon, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, c'est un fléau, une réalité qui s'observe un peu partout. Ce n'est pas seulement dans le milieu de la presse que cela peut être dénoncé. Dans toutes les administrations, que ce soit publiques ou privées, c'est que cela s'observe. Le problème juste, c'est que nous, on est dans une position où tant des choses comme ça partent de notre secteur et que c'est mal vu. C'est mal vu, mal perçu de l'opinion. Maintenant, jusque-là, il faut considérer cette dénonciation comme une présomption. Parce qu'il n'y a pas encore une décision qui condamne tel ou tel. Maintenant, lorsqu'on part de ce postulat que c'est une présomption, c'est tout à fait normal que l'autorité au plus haut niveau, le chef de l'État ayant appris une telle alerte, cherche à comprendre de quoi il est question pour que les responsabilités soit véritablement Patrice Talon a encouragé les femmes à dénoncer le fait et a promis corser un peu les mesures de protection de la gente féminine. Est-ce que vous voyez là que les femmes sont... il ne risque pas d'avoir une certaine discrimination entre les femmes et les hommes? Puisque les hommes aussi sont harcelés. Bon, les hommes sont harcelés, mais l'harcèlement est beaucoup plus accentué, beaucoup plus appuyé du côté des femmes. Vous savez, la femme est généralement l'être vulnérable, l'être qui subit le harcèlement, étant donné qu'elle se retrouve la plupart du temps dans une situation d'employé, et c'est facile que l'employeur, n'est-ce pas, use de ces stratégies, de ces manèges-là pour quand même retarder ou bien, enfin, pour lui bloquer un peu l'évolution. Maintenant, le paradoxe dans nos administrations, parce qu'il n'y a pas que le monde des médias aujourd'hui, même si c'est parti, même si la polémique est partie du poste de notre consoeur de l'OFTB, il n'y a pas que le monde des médias. Aujourd'hui, c'est un fait général. Mais ce que moi je me demande, la question que je me pose depuis que cette affaire a éclaboussé et suscite assez de réactions, assez de polémiques, c'est que c'est un phénomène quand même, tout le monde savait. Savait que ça sévit dans nos administrations. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas briser l'omerta? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage, n'est-ce pas, de franchir le Rubicon pour pouvoir dénoncer la chose? Bon, c'est en cela que je salue un peu le courage de la conseil. On va espérer que le chef de l'État, comme il l'a annoncé, puisse corser l'addition pour protéger les femmes. Bien sûr, pour la fin de la récréation, parce que le phénomène du harcèlement est patent dans nos administrations. Et je veux espérer, je veux compter sur la bonne volonté du gouvernement pour lutter contre cette pratique. Vous avez 2 mots à dire là-dessus rapidement, quelques secondes. Oui, il faut vraiment œuvrer pour protéger la femme, surtout en milieu professionnel. Maintenant, quand on analyse un peu les réactions des uns et des autres autour de ce dossier, c'est tout comme si c'est avec la publication de la consoeur que le harcèlement est né au Bénin. Oui, alors que ça existait. Voilà, c'est tout comme si c'est avec ça que la... Il y avait une conspiration du silence autour, certaines personnes voulaient dénoncer. Ce n'est pas un fait nouveau.
Maintenant, il faut nuancer en expliquant que lorsqu'on parle de harcèlement, pour mieux l'apprécier, il y a 2 paramètres fondamentaux. Oui. Il y a d'abord la position de vulnérabilité et l'effet de la répétition. Donc, effet de la répétition, quand il y a pression, vulnérabilité par rapport à la position de la dénonciatrice vis-à-vis de la personne incriminée. Mais aujourd'hui, quand on voit les réactions, c'est tout comme si même le simple stagiaire qui blague avec une collègue dans une structure, on peut dire que c'est harcèlement, ainsi de suite. Donc il faut que les gens comprennent véritablement le sens de cette terminologie pour mieux l'apprécier. C'est important. Merci à vous, chers confrères. C'était donc le duel autour de ces 3 sujets. On se retrouve la prochaine fois, maintenant que le cordon sanitaire est levé, sans doute que on va organiser régulièrement de ces rendez-vous-là. Merci à vous, sur le journal télévisé présenté par Wahab Aligbara.